La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir cher public. Comme vous le savez bien déjà, ici à Café des Copains, l'espace est toujours réservé pour les activités de Café Philo, un espace de débat, d'échange entre intellectuels, penseurs, chercheurs, écrivains de tout horizon. C'est dans ce cadre s'inscrit bien Café Philo. Comme vous le savez déjà, Café Philo a un format, a une lignée. Pour rester bien dans ce format, nous vous invitons à vous mettre debout pour entonner ensemble la dessalinienne. Le pays pour les ancêtres, marchons unis, dans nos points de tête, du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres. Pour la patrie, mourir est beau, notre passé nous crie, ayez la main guérie, mourir est beau, le drapeau pour la patrie, mourir est beau, pour le drapeau pour la patrie. Tout de suite, nous allons écouter la chanson fétiche de Café Philo, une chanson qui a rendu hommage à Che Guevara, c'est Hasta Siempre de Julio César Barbosa. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Gloriosa y fuerte, desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera, para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Comme vous le savez déjà, Café Philo a un format. Pour rester bien dans ce format, nous vous invitons à visualiser ensemble un documentaire titré Christophe Colomb et le massacre des Arawaks. Le professeur Emmanuel Stéphane Laurent, identifié l'homme, est quelqu'un qui passe déjà de présentation à Café Philo. Lui et moi, nous avons un long parcours. Il a été mon professeur de créole en classe de 9e à l'institution chrétienne mixte Les Gédéons, mon professeur de littérature de la classe de 3e jusqu'à l'Areto. Il a été aussi mon professeur de philosophie en classe de philo, toujours à l'institution chrétienne mixte Les Gédéons. Il m'a aidé aussi à réussir le concours d'admission à la faculté d'ethnologie. Monsieur Emmanuel Stéphane Laurent, on peut dire, est un grand spécialiste dans l'héritage des Indiens. Il a rédigé son mémoire en anthropologie à la faculté d'ethnologie autour du sujet « Identité culturelle et patrimoine culturel immatériel des Taïnos en Haïti, le cas des abricots, commune de l'arrondissement de Jérémie ». Ce soir, en prélude du 9 août, qui est bien la journée mondiale des populations autochtones, nous accueillons avec nous ce soir à Café Philo M. Emmanuel Stéphane Laurent autour du thème « Héritage indien dans le vaudou haïtien ». Sur vos applaudissements, M. Emmanuel Stéphane Laurent. Merci, Marc Wenger d'Orléans. En fait, t'entendre dresser notre parcours me rappelle beaucoup de souvenirs. J'ai oublié qu'on avait un aussi long parcours. Alors, ce soir, je tiens à parler de l'héritage indien et remarquer que j'ai demandé à Gaël Jean-Baptiste de le mettre entre guillemets dans le vaudou haïtien. En fait, je fais cette intervention pour plusieurs bonnes raisons. Il s'agira tout d'abord, d'après moi, de compléter l'intervention de mon ami El Nouira Diamant Mitmak, M. Anji Ouaché, qui, le mardi 21 mars 2017, a fait une intervention à Café Philo sur la philosophie rouge. Je demande à M. Anji de se mettre debout et que la séance puisse l'applaudir. Monsieur Anji fait partie d'un peuple qui avait l'habitude de venir en Haïti bien avant Christophe Colomb. Alors, Monsieur Anji, au cours de sa présentation, a parlé de
l'héritage indigène, mais de manière générale, et surtout au niveau du continent américain et caribéen. En fait, j'avais reçu beaucoup de témoignages me disant que l'assistance était restée sur sa soif en ce qui concerne particulièrement l'héritage indien dans le cadre de la culture haïtienne. De plus, je crois que cette intervention fait écho à plusieurs conférences antérieures. J'ai bon souvenir qu'au BNE, le Bureau national d'ethnologie, et Mme Mathieu et moi de la Fondation Dr Daniel Mathurin, le 9 décembre 2016, nous avons été invités à faire une intervention sur les traces mémorielles des Amérindiens en Haïti, à l'occasion de la 521e arrivée de Christophe Colomb sur le continent américain dans le cadre d'une activité qui s'appelait Vendredi scientifique du BNE. Et tout récemment, à la Fondation Félicité de Mme Baïna Belot, j'ai été invité à faire une intervention sur les premiers peuples dans le cadre d'une activité qui s'appelle Rencontre sur l'histoire. Ça a été le 24 juin 2017. Et je tiens ce soir en prélude au 9 août, puisque ce soir, aujourd'hui c'est le 8 août, la Journée internationale des peuples autochtones, à faire cette intervention. Dans le but, non seulement d'honorer la mémoire des Indiens d'Haïti, parce qu'on dit que s'il y avait une présence indienne dans la culture haïtienne, nous aurions dû nous habiller en paille, mettre des bandeaux et porter des plumes, ce qui n'est pas obligatoire, mais surtout aussi de valoriser leur héritage dans le mode de vie des Haïtiens. J'ai choisi aussi de présenter cet héritage dans le vaudou, qui restait quand même la culture haïtienne, le mode de vie des Haïtiens propre à proprement parler, parce que je tiens à vous rappeler que dans quelques jours, ce sera le 14 août, qui est la cérémonie du bois caïman, qu'on peut considérer comme la date de naissance de la culture haïtienne. Et c'était quelque part une raison de compenser un peu d'africanité, parce que nous avons eu comme intervention à Café Philo, M. Kémy Seba, nous avons eu Mme Ama Mazama. C'est quelque part dans l'objectif de combler un peu d'africanité par rapport à un peu d'indianité. Alors, il s'est présenté à moi un chiffre symbolique, c'est peut-être le hasard qui fait bien les choses. Quand j'ai revisé la documentation que je dispose sur l'héritage des aborigènes d'Haïti dans la culture haïtienne, j'ai remarqué qu'il y avait 7 contributions de ce patrimoine dans la genèse et dans la formation de notre culture. Premièrement, je tiens à vous rappeler qu'il y a le culte des esprits dans les grottes et dans les cavernes. N'oubliez pas que c'est dans les grottes et dans les cavernes que se trouvent ce qu'on appelle les hiéroglyphes qui n'ont jamais été, peut être déchiffrés par nos archéologues et nos paléographes. Alors on aurait pu me dire, le culte des esprits dans les grottes et dans les cavernes, ça c'est une pratique de marronnage. Et ça a été bien vrai. Mais je tiens à vous rappeler que le cacique Henri, qui est le dernier cacique de l'histoire d'Haïti, a été marron dans les monts et dans les montagnes du Baroruco pendant des années. Et qu'il a continuellement mis en échec l'armée espagnole, à tel point que l'empereur d'Espagne de l'époque, Charles V, a envoyé dans un premier temps le père Rémy, qui a été le père adoptif du cacique Henri, pour lui demander d'éviter qu'il perde la colonie. Et le cacique Henri n'a pas accepté cette recommandation, cette demande. Il a été obligé, l'empereur d'Espagne, Charles V, à envoyer un ambassadeur spécial, Barrio-Nevo, et qui a signé avec le cacique Henri le premier traité international de paix de la région. Et le cacique Henri est mort en toute liberté en République dominicaine le 27 septembre 1535. Il a négocié la liberté pour lui et son armée qui comportait plus de 6 000 hommes, de gens qu'on avait rendus esclaves et indiens et africains. Donc il y a eu plusieurs collaborations, plusieurs périodes de cohabitation entre, d'une part, ce qu'on pourrait, parce qu'en fait, ce n'étaient pas des esclaves, ce sont des individus qu'on a rendus esclaves entre les Indiens et les Africains. Donc, le culte des esprits dans les grottes et dans les cavernes
relève aussi bien de l'héritage indien et africain, mais surtout d'après mon point de vue de l'héritage indien, puisque c'était les Indiens, et on dit Indiens par commodité de langage, puisque ce n'étaient pas des Indiens. Tous les termes qu'on pourrait utiliser pour se prêter à équivoque et faire l'objet d'une critique amérindienne, ce serait toujours des Indiens de l'Amérique, autochtones, aborigènes, indigènes, etc. Donc, c'est surtout, ça relève des Indiens. Donc, c'est un héritage indien. Mais là, je ne crois pas qu'il y ait de discussion, puisque c'est la thèse qui soit la plus communément admise en ce qui concerne les Vévés. Les Vévés qui sont, selon Milo Rigaud et Odette Ménesson Rigaud, dans le livre La tradition vaudou et le vaudou africain, haïtien, excusez-moi, cet homme, c'est mystère, sa magie. Les Vévés, ce sont les diagrammes rituels, c'est-à-dire ce sont les dessins représentatifs des lois. Pas de loi sans Vévé, ça n'a pas à sortir de là. Et quand on fait une étude paléographique, on se rend compte, pour les personnes qui se connaissent en la matière, du point de vue archéologique, que les Vévés représentent l'écriture, pour employer un jargon des anthropologues eux-mêmes, l'écriture totémique des aborigènes d'Haïti. Il y a le livre de Max Beauvoir, qui est sorti avant sa mort, bien des années avant sa mort, qui nous présente 401 lois. Mais bien avant ça, il y a le livre de Milo Rigaud qui nous présentait 401 Vévés. Donc, si on fait une étude paléographique, en prenant les Vévés qu'on retrouve dans le vaudou et tous les écritures des Indiens qu'on retrouve dans les grottes et dans les cavernes, et particulièrement sur ce qu'on appelle archéologiquement des pétroglyphes, c'est-à-dire des roches gravées, comme vous avez la roche Alain d'Alimbé, la roche Tempé de Cerca Cavajal, ou tous les roches de Sainte-Suzanne. On peut aisément trouver plusieurs éléments et en majorité communs entre les Vévés en tant que diagramme du vaudou et cette écriture qui n'a jamais été déchiffrée par nos archéologues, qu'on appelle les hiéroglyphes des aborigènes d'Haïti. Donc, il reste évident que les Vévés restent un héritage indien dans le vaudou. À un troisième niveau, il y a ce qu'on appelle le traitement des maladies, ce qu'on appelle encore, du point de vue du jargon scientifique, le savoir phytothérapeutique. En fait, dans le traitement des maladies, on pourrait me dire que la médecine traditionnelle, c'est le gardien de ses connaissances. Mais je tiens à vous rappeler qu'il y a eu une partage de connaissances entre les Indiens et les Africains. Parce que c'était les Indiens qui connaissaient les plantes qui peuplaient l'île d'Haïti, Kiskeya Boyo, et qui avaient déjà expérimenté toutes les plantes, les feuilles qu'on pourrait utiliser pour traiter les maladies. Donc, le savoir phytothérapeutique qu'on retrouve chez nos médecins feuilles, nos sages-femmes, c'est un héritage à la fois indien et africain. Il y a eu une transmission des connaissances des Indiens aux Africains. Ça, c'est un troisième niveau de cette transmission. Après le que des esprits dans les grottes et les cavernes, les Vévés, vous avez le savoir phytothérapeutique, c'est-à-dire le traitement des maladies par les plantes. À un quatrième niveau, et ça, il n'y a pas de doute là-dessus, il y a le potomitan. Et Mme Marie-Josée Nadal, archéologue et artiste peintre, vous fait remarquer qu'il y a cette façon du potomitan. Vous avez le potomitan au milieu du péristyle et cette façon circulaire qu'on organise le péristyle. Je vous donne la garantie, croyez-moi, que nous sommes ici dans la maison de l'Indien. Nous sommes en plein héritage indien. Passe-moi un petit moment. En fait, j'aurais dû y penser, mais ce n'est pas grave. Dans mes dernières enquêtes, qui remontent à 2015 et nous sommes en 2017, j'ai retrouvé des maisons typiques qui relèvent ce qu'on appelle des arbres, joupa, dans la paysannerie haïtienne, en faisant mes enquêtes ethnologiques de terrain aux abricots, qui est une commune qui représente une gardienne des traditions, pour reprendre un mot de doléant, des Taïnos en Haïti. Quand j'ai pénétré dans l'assiette de plusieurs maisons, j'ai vu exactement cette façon d'organiser
la maison des Ajopa et qui correspondent à cette façon d'organiser nos péricles. Et j'ai parlé à des amis béninois au Canada, à l'Université Laval, qui, quand je leur ai parlé de Vévé ou de Potomitan, ils n'en savaient absolument rien de ce genre de choses. Bien que, là, on parle bien sûr, évidemment, du vaudou haïtien, parce qu'il y a le vaudou brésilien, Macumba, il y a le vaudou, il y a le Santeria de Cuba, il y a le vaudou africain. Mais si on étudie bien, on se rend compte que ce qu'on appelle le potomitan, qui c'est chimé qui permet que le royaume, lorsque l'un vaudou n'a pas descendre loi, si le loi n'a pas présenté lui-même, soit après les lois, il forcément passer à partir de ces verviens qui permettent de évoquer, mais à partir de potomitan qui représente un point de jonction entre le monde terrestre et le monde des esprits. Donc quand on étudie et qu'on se rend loin, on se rend compte que le potomitan représente le totem des Amérindiens. Un cinquième niveau de cet héritage, c'est ce qu'on appelle des pierres lourages, pierres lourailles, pierres indiennes ou batteries indiennes. Alors, c'est quelque chose qui a frappé mon attention aux abricots, parce qu'en fait, aux abricots, il ne se passait jamais un seul jour, et j'ai trouvé ça extraordinaire, que je ne retrouvais le témoignage de gens qui vivaient au bord de la mer, ou des pêcheurs qui me disaient continuellement et quotidiennement qu'ils rencontraient Simbi, j'en parlerai un peu plus tard, qu'on a identifié là-bas comme un loi typiquement indien, un esprit indien. Alors, comment peut-on acquérir ces pierres lourages, pierres indiennes qu'on appelle encore des batteries indiennes ou batteries indiennes? Ordinairement, les gens j'ai visité beaucoup de la cour, les gens me disent que ordinairement, la révélation de la découverte de ces pierres indiennes se fait en songe. Un esprit se présente à un vaudouisant, ou Gam, Mambo, ou quelqu'un d'initié, ou un mystique tout pur, et lui indique des endroits où on peut trouver ces pierres indiennes. Ou une autre façon, la personne est possédée par un esprit, il plonge dans la mer et il revient avec des pierres indiennes. Et je peux vous donner la garantie, dans la majorité de ces lacous, et en fait, je suis bien placé pour en parler parce que j'ai visité les 4 sessions communales d'Abricots à pied. Ce n'est pas bagarre me fait ni à cheval, ni à bourrique, ni en moto, ni en camionnette, ni en bus. C'est à pied me fait, net aller. Donc, je me son belle épave, mais je prends plus le plaisir dans faire travail là. J'ai visité beaucoup de la cour et dans la majorité de la cour, je retrouvais toujours, la majorité, j'ai bien dit, je retrouvais toujours une assiette blanche, assiette émaillée, et dans ces assiettes, il y avait toujours des roches indiennes, et un peu plus loin, des haches indiennes. Je retrouvais toujours. Et à quoi servent ces fameux pierres l'oreille? Parce que, dans l'autre thèse origine, on dit que c'est la foudre qui tombait sur la terre, et puis, il fait en circonférence, en sorte de cratère, et puis, les aller rejoindre. Alors, on me dit, tous ces vaudouisants avec lesquels j'ai parlé, ils me disent que ces pierres indiennes, ces pierres l'oreille, ces batteries indiennes, elles servent à des pratiques divinatoires. C'est-à-dire qu'à partir de ces pierres, on peut poser des questions pour savoir comment traiter des maladies. On peut même entrer en contact avec des esprits familiers et de la famille. Et même, là, on pourrait me dire que c'est un problème de démocratie, mais en fait, on ne cherche pas ici la vérité. On décrit, si on a une famille en partie la loi, pas jamais tourner, ça va faire ou porter plainte by Washa Bali. Et on a regardé l'endormi, li ouais, on moun coûte, on moun wo qui est noir ou qui est très indien qui vient dire bon, ou absent trop longtemps dans le pays en faut tourner. Et ordinairement, moun nan comme ba tête li la peine tourner pour parce que si moun nan manko pas jamouel li tourner. Un 6e niveau, parce que là, le temps me fait la guerre, j'ai voulu, comme je l'ai fait à la Fondation Félicité, parler de l'héritage indien de manière générale, mais je le prends dans un cas spécifique. Il y a ce qu'on appelle le Govi.
Après le culte des esprits, vous avez les vévés, le savoir phytothérapeutique, le potomitan, les pieds indiens, vous avez les govis. Alors, qu'est-ce qu'on appelle govi? Un govi, c'est un canari rituel. C'est-à-dire, en fait, les on doit trop puissant, ou pas qu'à recevoir encore un serviteur. C'est par exemple le cas de Diobolo Bossou ou Bossou. Trois cornes, ils qu'on recevoir dans govi. Les liens, ils recevoir dans govi. Alors, ils parlent et mounio tende, ils communiquent à mounio, ils transmettent le message. Et l'on a regardé, l'on a fait histoire archéologie de toute recherche archéologique qui fait en Haïti, Jacoumet, Michel Aubouge, H. Kaiger, Audrey Fischer, ouais que Govien, c'est vraiment couche indien, c'est canari indien, pas bien à sortir de là. L'autre terrain qui est un peu plus risqué, mais en fait, je fais philosophie, je fais science, je fais anthropologie surtout. C'est question monde spirituel là, yo dit que en dedans et ça sont bagay qui frappe en pile à Beko, en dedans vaudou il y a deux catégories de lois. Il y a loi indien, il y a loi africain. Est-ce que l'origine indienne vraiment ça n'a pas intéressé? D'ailleurs, c'est une raison qui fait que dans le cadre de travail, moi, je servi avec ton théorie qui est la théorie de la représentation sociale ou des représentations sociales de Serge Moscovici. Il dit que il y a une loi indienne, il y a une loi africaine. Donc, d'après la recherche que je fais à Bricoyo, tous les esprits qui se réclament de l'arbre et de l'eau, ça a plusieurs organes diminués, tous ces esprits indiens. Donc, dans ce sens, ça, ils ont classé Simbi, Agweta Oyo, la sirène, la baleine, tous ces esprits indiens. Et mon clairement, ils me dit, bon, comment? Parce que si je lance cérémonie, comment je vais faire différencier que mon cérémonie qui a à faire avec esprit indien, esprit africain? Plusieurs organes dans la zone, ils ont bon témoignage, ils disent, sous arriver dans la cérémonie, pour qu'à distinguer, est-ce qu'il y a esprit indien, esprit africain, al sous table, il y a servi. Depuis, ils prennent feuille, ils mettent sous table là, ils cimentent tabac là-dedans, et puis ils passent du feu, c'est ensemble. Donc là, on a fait avec esprit indien. C'est comme ça qu'ils recevoir esprit indien. Et je parlais tout à l'heure avec Angie, je lui demandais de rappeler une information. Il y a un ancien maire de la commune de la Gonave, c'est bien ça? Miragouane, qui s'appelle Gary Mazil. Monsieur lui-même, il gagne un lacou. Alors, dans son lacou, c'est-à-dire son lieu vaudou, son lieu sacré vaudou, il a une partie qu'il consacre aux lois indiennes et une autre partie qu'il consacre aux lois africaines. Il y a une façon de servir lois indiennes et il y a une façon de servir lois africaines. Et je vois des témoignages de monde de la Gonave qui disent l'amba fait terrain la Gonave, c'est un monde qui peut faire terrain pour dire davantage que il y a à peu près même bagaille qui a passé la Gonave que me tient à rappeler nous, c'est un point fort de concentration héritage indien en Haïti. Et Odette Wafonboin, qui l'on livre que lui écrit qui est l'Haïti des Indiens, publié chez l'édition Henri Deschamps en 1992, le livre dans page 53, il dit en habitation, les organes qui est l'habitation Badet, et les joignent au servi, l'encérémonial était saisi ouais que loi qui manifestait c'est Anakaona et au servi avec déférence comme Anakaona. Donc c'est tout ensemble de héritage synapse séquencé ça que nous avons retrouvé de questions indiennes dans la culture haïtienne et particulièrement dans le vaudou, même si la culture haïtienne et le vaudou c'est des termes quasi équivalents du point de vue anthropologique. Donc en conclusion et en résumé, m'essayer de présenter nous quelques éléments de héritage indien dans le vaudou haïtien, comme les vévers, le potomitan, les pains indiennes et le govi, etc. En fait, mon objectif est quelque part, c'est de vous permettre de prendre conscience que quand on fait la genèse de la culture haïtienne, ça a été l'objet, et entre moi, je me souviens de ce fameux débat à l'école normale entre moi et mon ami Jean-Pierre et Charles Frido. Quand on fait, et mon ami Alex aussi, quand on fait la genèse de la culture haïtienne, on peut se rendre compte aisément
qu'en fait, il s'agit de deux cultures qui se sont unies contre une seule culture. La culture haïtienne a pris naissance par l'union de la culture indienne et de la culture africaine. On pourrait me dire que, et ça les chiffres nous le disent, en 1492, selon des révisions, il y avait 4 millions d'Indiens. 75 ans plus tard, soit en 1567, on ne retrouvait que 13 Indiens sur toute la population indigène originelle. Mais en même temps, c'est Jean Fouchard, justement, dans les marrons de la liberté, qui fait remarquer que dans des publications, dans des journaux à ces domaines, des maîtres sont en train de vendre leur habitation et ils disent clairement, parmi la population servile que possède cette habitation, parce qu'ils vendent avec tout ustensile, il y a telle quantité d'esclaves indiens et telle quantité d'esclaves africains. Et ça a été occulté et ça a été oublié. Donc jusqu'à là, avant de la révolution haïtienne de 1804, dans les plantations à ces domaines, il y a encore une présence indienne qui est nettement marquée. Et c'est par le complot, l'organisation entre ces deux groupes de peuples que sont les Indiens et les Africains, que avait présence pour me dire que nous avons abouti en 1804 parce que en 1803, nous flanquons deux mouns, en même temps, nous avons flanqué blanc colon, mais nous flanquons tout l'église catholique. Malheureusement, tourné avec le renégat Fab Nicolas Géfon en 1860. Donc, culture haïtienne, c'est une culture qui fait l'engouement. Et ça, l'anthropologue haïtien Michel Rovtouro, que l'on considère comme le plus grand anthropologue haïtien des temps modernes, qui est mort le 5 juillet 2012, il a écrit le premier traité d'histoire d'Haïti en créole, qui a été publié en 1977. Et le livre ça dit fait bouler sur l'histoire d'Haïti. Quand monsieur dit, et c'est ça, ça m'a fini, pendant qu'il dit natif natal a pleuvé, qu'il dit colo a frappé. Qu'il dit natif natal là a répondre pendant la sévrian. Et parti plus remé qui vibrait me senti très sailli les monsieur dit. Son culture qui fait non goumé. Il pas fait avant, les goumé après, il fait peut-être les tape goumé. Donc sur ce je m'arrête. S'il y a des questions, des commentaires, des remarques et même des oppositions, je suis ouvert à rentrer d'emblée dans le débat et la discussion. Ce sera tout pour mon exposé. On remercie M. Emmanuel Stéphane Laurent pour son intervention. Juste avant de faire place aux questions, nous allons prendre une pause musicale avec la musique de Niska et Lolo, Vévé Local. De retour après la pause, nous avons deux séries de questions. Pour la première série, nous appelons Steven Grégoire Gabriel, Gentil Marvins, Charles Fredo Grandpierre. Alors, bonsoir à tous. Je profite pour saluer les auditeurs et les téléspectateurs de l'émission Café Philo. Aussi, je tiens à saluer de manière particulière le professeur Stéphane Laurent, un très bon chercheur, mon professeur de sociologie et d'anthropologie à l'Académie nationale diplomatique et consulaire. Alors, je souhaite poser une question, mais je ne m'attends pas à une réponse. Parce qu'on se veut être épistémologue dans cette situation, parce que c'est sûr que le sujet que nous sommes en train d'étudier ou d'analyser, les questions ne sont pas si certaines, parce qu'il y a toute une confusion là-dessus. En ce qui a trait à un petit élément que vous avez avancé tout à l'heure, je peux vous garantir que vous avez parlé de ceux qui ont fait le terrain. Moi, j'étais à la Gonave. Réellement, on a pu constater qu'il y a un lien et un attachement très fort avec les Indiens. On m'a même montré une source. On me disait que Anna Kaorna faisait le trajet de Léogane à la Gonave seulement pour venir se baigner à cette source. Ça, c'est un premier élément que je voulais ajouter justement. Mais la question, c'est que je sais que la société fonctionne sur des mythes. Et les mythes nous aident à sauvegarder certaines valeurs. Il y a toujours un côté sombre et obscur, surtout dans la culture haïtienne. Et dans le premier point, vous avez fait le lien avec les grottes. Mais la question que je me pose, est-ce que c'est réellement un symbolisme
dans le vaudou haïtien, lorsqu'on pratique le culte des grottes, ou bien s'il n'y a pas un secret qui est caché là. Parce que vous avez avancé que c'était une technique de marronnage, on peut comprendre, mais si dans le temps c'était une technique de marronnage, peut-être que les Indiens se cachaient dans les grottes parce qu'on dit qu'il y en avait qui étaient disparus. On ne les voyait pas. Est-ce qu'il ne s'est pas développé, disons, un mode de vie à l'intérieur de la grotte où, avec le culte qu'on fait, on est en train de continuer à alimenter des êtres humains, des êtres vivants à l'intérieur des grottes? Parce que est-ce que c'est réellement quelque chose qu'on fait seulement pour le symbolisme? Quand on apporte des choses dans la grotte, est-ce qu'il n'y a pas réellement la présence d'êtres vivants qui ont fini par avoir un mode de vie à l'intérieur de ces grottes? Ça, c'est une très grande préoccupation et j'ai été visiter plusieurs grottes. Et même à l'intérieur, j'ai pu comprendre que l'humain, avec surtout l'instinct de survie, pourrait, pour se cacher ou bien tenter comment dirais-je, de s'échapper de la cruauté espagnole. Est-ce que l'intelligence humaine n'a pas pu aider à ces Arawaks, à ces Indiens-là, de développer une autre forme de vie à l'intérieur des grottes qui restent jusqu'à présent scellées par les secrets du vaudou? OK, merci. Et bonsoir à tout le monde. Et comme l'a si bien dit M. Juffi Marvins, étudiant en linguistique, et il faut dire que ma question est plutôt portée sur en fait, une approche et plutôt linguistique parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est ce que j'étudie bien sûr. Mais avant tout, et je tiens à vous féliciter et vous remercier du coup parce que c'est justement une bonne communication que vous nous avez offerte et je crois que le public en fait a beaucoup appris, moi également. Et vous avez évoqué comme l'une des héritages cette question de potomitan. Donc potomitan qu'on peut justement constater que c'est justement un mot composé et au départ qui est formé avec poto et puis mitan. Donc lorsqu'on dit potomitan et pour les Haïtiens ça a une certaine question d'extension du sens, c'est-à-dire on ne voit pas comme poto et mitan, mais on voit comme quelque chose qui renvoie à une autre réalité. Et comme par exemple, si on dit monsieur c'est poto mitan là, c'est-à-dire c'est la personne qui en fait qui prend en charge toutes les responsabilités de la maison. C'est-à-dire est-ce que cette extension de sens, encore ce nouvel sens, je dirais, les Indiens en fait avaient justement une idée, ce qui justement utilisait le terme potomitan de la même manière que les Haïtiens avant tout. Okay, c'est la première question. Et vous avez évoqué également cette question des personnes qui avaient une certaine connaissance sur les, je dirais, plantes thérapeutiques. Okay, et vous pensez que ça pourrait être une certaine héritage. Bon, par contre, moi, je le vois et plutôt comme une certaine habitus, comme l'aurait dit Pierre Rouzieux, c'est-à-dire une sorte de connaissance qu'on incorpore sans même le rencontre. Je pense qu'il n'y avait pas vraiment un rapport encore en lien entre les Indiens et les esclaves. Bon, pourquoi disons que c'est justement un héritage? Est-ce que ce ne serait pas de préférence une certaine habitus, un centre de connaissances qu'ils ont justement incorporé sans même le savoir? Merci. Et je salue belle intervention ça que Zamim Emmanuel Laurent fait. Stéphane dit l'homme. Mon cher, et je pense que c'est un bel sujet. Et je pense tout dans ce sujet ça, il y a des autres petits bagailles qui pas dit. Par exemple, en Haïti, et dans l'autre conception qui gagne sous question indienne, par exemple, question non drivé. Moun pa bay moun bon nom. Chaque parent bay mon nom non drivé. Ça veut dire pour pas manger. Ouais, non drivé, son conception indienne tout. Son bail très simple parce que des côtés, oui, yo bay non drivé parce que bon nom, on prend fort fragile. OK, et puis gon l'autre aspect, tout ces questions fait là. Et ou non habitation non démembré. Et dans l'habitation, dans des membres, il y a des petits qui sont malades. Il faut lever pour n'importe qui est lié à ce monde a crié. Il faut lever pour chercher feuille pour boire ou pas amener un cahier docteur puisque dans le contrée, pas de centre, pas de clinique, d'accord, pas de l'hôpital. Donc, l'on lever, il faut parler avec pied bois. Une entité qui est dans pied bois, il faut parler avec lui. Pour le bon permission pour aller guérir Timoun. Donc, son l'autre conception
Indienne devrait ajouter ça pour ça même. À fond. Je réponds rapidement. Je commencerai par mon ami de toujours, Grand-Pierre Charles Fredo. En fait, Fredo, tu me donnes des éléments d'information que je te garantis que je n'ai pas. Et je serai très honnête intellectuellement de te le dire. Ce que j'ai présenté comme information, ce sont des informations que j'ai obtenues à travers une documentation bien précise et une documentation à partir de laquelle je peux donner des références bien précises. Si tu me parles de non-dérivés, de communication avec les feuilles, je sais qu'il existe ces pratiques dans le vaudou, je ne te dirai pas non. Mais si jamais tu peux me fournir des références précises pour me permettre d'enrichir et d'améliorer mes interventions, afin d'ajouter ces éléments à l'avenir, je serai très ravi. Parce que, en fait, je suis venu ici dans une logique de partage. Je ne pense pas être un pic de la mérandole, même si je travaille sur la thématique. Tous les apports sont les plus cordialement bienvenus. Mais comme je te le dis, ce que j'ai exposé, je peux le retracer à travers une documentation. J'ai voulu être prudent, vu que je connais les exigences du public de Café Philo, qui est un public sélect et qui ne transige pas, si on peut dire ça. Bon, je fais un peu de désordre. Je reviens à mon très bon ami, là, Stevens Grégoire Gabriel, qui n'a pas eu que le cours de sociologie et d'anthropologie. Je le rappelle qu'il a aussi assisté au cours de culture haïtienne. En fait, il y a 3 éléments de réponse que je pourrais rapidement donner à Steven. Premièrement, en fait, en ce qui concerne le culte des esprits dans les grottes et dans les cavernes. Et il y a dans la mythologie des Taïnos, qui a été reportée par plusieurs auteurs, parmi lesquels vous avez Jean Fouchard, dans la littérature des aborigènes d'Haïti, bien avant Jean Fouchard. Et vous avez le vicomte d'Omfoy de Toron dans son livre Les Phéniciens à l'île d'Haïti sur le continent américain, les vaisseaux d'Henri de Salomon, fleuve des Amazones, publié à Louvain en 1845. Il ne parle là de légendes qui a rapport aux aborigènes d'Haïti. Par exemple, on nous dit que Haïti c'est le vicomte d'Omfoy de Toron, dans les Phéniciens à l'île d'Haïti sur le continent américain, l'île aux 13 grottes ou l'île aux 13 Ivi ou aux 13 Chivi. Il y aurait 13 grottes en Haïti qui seraient interconnectées et qui constitueraient, et on est bien dans le domaine mythologique, j'ai bien dit, et qui constitueraient ce qu'on pourrait appeler modernement une porte des étoiles. Cette grotte a été cherchée par plusieurs Espagnols et même des archéologues, des anthropologues qui se sont intéressés à la question. Mais grâce au vicomte d'Omfoy de Toron, nous avons obtenu le nom de cette grotte qui porte le nom de la divinité la plus importante de la religion des Taïnos en Haïti. Cette grotte s'appelait la grotte de Jovava de Jo, Vovava de Joanaboina ou de Joanaboana ou encore de Yu-Obaba. Certaines personnes ont identifié cette grotte à la grotte de Dodon, mais il n'y a aucune certitude. Une grotte qui serait une porte des étoiles. Deuxièmement, je te fais remarquer et Stevens, et ça c'est pour faire vite. En fait, en ce qui concerne la population originelle de l'île d'Haïti, qui est à Boyo, à la venue de Christophe Colomb, le 5 décembre 1492, et son débarquement le 6 décembre 1492, et avec 4 groupes de peuples qui vivaient dans l'île. Il y a les Taïnos de la grande tribu des Arawaks, il faut bien le dire, parce que les Arawaks constituent une grande tribu composée de 21 ethnies, s'étendant de l'Alaska à terre de feu et occupant les grandes Antilles. Les Caraïbes, qu'on appelle encore les Caraïbes, dont Kaonabou c'est le plus grand représentant. Et aussi les Siboney, qu'on appelle encore Guanahatabe, Guanacabes, Guanacaboubes, Zibones, Aounabe, Atabe. Eh bien, les Siboney, c'était des troglodytes. Ils ont développé un mode de vie dans les grottes et dans les cavernes. Tous les travaux de chercheurs, Michel Aubourg, Jacoumet, vont exactement dans ce sens. Un autre élément de réponse, et rapidement, c'est que même encore aux abricots, parce que j'ai fait 4 mois de terrain, j'aurais dû faire 6, mais les conditions matérielles m'ont forcé à faire 4. Il y a cette légende des Indiens qui vivent encore dans les grottes et dans les cavernes. Et on vous dit même, je parlais tout récemment à un ami à abricot qui, bon, je dois saluer aussi la mémoire de M. Jean-Claude Fignolet qui m'a aidé à avoir beaucoup de contacts pour réaliser mon mémoire de maîtrise. Il y a ce mythe encore de Indiens
ou de descendants indiens, mais je dirais de préférence de descendants indiens, qui vivent cachés dans les grottes aux abricots. Et mon ami m'a rappelé une information que j'ai écrite dans mon mémoire de maîtrise, c'est que, ordinairement, c'est descendants d'Indiens. Moi, j'ai visité un lac à Corse où les traits sont frappants. C'est personnes qui sont descendants des Indiens, quand il y a des fêtes patronales, des fêtes champêtres, ils descendent dans les villes et ils se mêlent à la population. Mais les gens les remarquent facilement parce que, pour mettre ça en nain pointu, cheveux raides en coupite, il y aurait ces Indiens qui sont venus avec en fait une sorte de macoute, mais au parallèle, le macoute, le nom m'échappe, m'écrit ça en mémoire, c'est Siroka, ils sont venus, ils ont fait provision et puis ils ont retourné. Et ils dit que, par exemple, dans plusieurs grottes et même dans des chutes d'eau, qu'on voit, etc., ils ont être en clair de lune. Donc, c'est pour me dire que ça, c'est un bagage qui est très patent, qui mérite investigation. Maintenant, avec Jean Movens, peut-être qu'il n'a pas prêté suffisamment attention à ce que j'ai dit. Bon, il est certain que le mot potomitan, poto et mitan, donc un poteau qui est en mitan, un poteau au centre, c'est une création typiquement indigène qui relève du vocabulaire du créole haïtien. On est d'accord. Mais en fait, comme je l'ai peut-être pas assimilé, je reprends pour toi. Quand on fait l'ethno-histoire des aborigènes d'Haïti, on se rend compte que le potomitan, c'est le totem des Amérindiens. Dans la culture des Amérindiens, peut-être Angie pourrait mieux en parler que moi, il y a toujours un ancêtre et fondateur du village qu'on appelle un totem, à qui on peut voir un culte. Donc, c'est le totem. Maintenant, concernant l'origine de ce savoir, ça pas qu'à on l'aurait calé. Quand même, soit fait Genèse, il faut que il saute en côté. Il va sauter dans le ciel. Bon, le ciel, pourquoi moi, j'y crois pas. Donc, il va sauter dans le ciel, il saute en côté. Et maintenant, si tu fais l'histoire de la cohabitation entre les aborigènes d'Haïti et les Africains, et tu lis la documentation, il y a eu une cohabitation, un partage de connaissances, et les premières personnes qui possédaient les connaissances des plantes, parce que je vous rappelle qu'il y a eu 3 vagues de migration. Les premiers Indiens arrivés en Haïti sont venus ici aux environs de 6000 ans avant Jésus-Christ. Ça, c'est la première vague de migration. Le deuxième groupe, et ça, c'est dans la documentation archéologique, ils sont arrivés aux environs de 5500 ans avant Jésus-Christ. Je crois que le dernier groupe est arrivé il y a 2500 ans avant Jésus-Christ. Donc, si on retrace la présence amérindienne sur l'île de Kiskea d'Haïti, Boyo, il y a au moins 6000 ans de présence. Donc, ils se sont accoutumés, ils connaissaient la pharmacopée, ils connaissaient la biodiversité, et il y a eu effectivement cette transmission qu'on retrouve chez nos docteurs Feuille et nos sages-femmes. Une autre série. Pour la deuxième série de questions, nous appelons Roman Charles, Louis Jeune David, Andy Waché, Jonathan Julien. Et moi dis bonsoir avec tout le public Café Philo, ni ça qui dans assistance là avec ça qui a regardé nous sur télé. Moi dis intervenant merci pour intervention. En fait, moi j'ai une question à poser, c'est autour de 2 préoccupations que j'ai dans l'intervention là. D'abord c'est sur culte grottio avec et l'autre préoccupation c'est autour de Vévé avec Potomitan ou évoqué et dans l'exposé là. Dans la question culte grottio, nous connaissons la mythologie haïtienne culte des esprits dans les grottes, merci. OK, gagné dans la mythologie haïtienne, il y a un mythe qui tourne autour de grottio qui fait comprendre que grottio yo gagné diable là-dedans. Est-ce que nous capables, est-ce que yon haïtien a raison pour le paix rentrer dans grotte juste parce que gen diable là-dedans? Et m'ta remet tout ou clarifier thème diable là pour me faire comprendre dans mythologie haïtienne qui ça diable là même les représenter. L'autre bagaille qui c'est autour de grotte non Vévé avec Potomitan ou parler ou faire comprendre yo servi pour évoquer esprit, est-ce que ça veut dire en dehors Potomitan avec Vévé a pas de possibilité pour évoquer un esprit dans vos doigts haïtiens? Nous disons bonsoir et nous saluons le public en général, spécialement l'homme qui a fait un beau travail. Et nous comptons le travail à faire, c'est un travail qui est intéressant.
t'as allé en l'homme, t'as parlé, ou t'as dit que Kilti haïtien nan, il y a un mélange de Kilti indien avec africain. Mais on a regardé de nos jours dans le pays pas ici, comme si nous ouais moun yo pas habillé, tant que indien te qu'on habillé. Nous ouais comme si on série de comportements africains aussi tout gain, nous pas gain. Et l'autre bagarre encore pour qui ça comme si façon comme si actuellement là pas bon ici sous ta gon on ti mon ou ballon non par exemple macandal akao ou ta ballon non au goût voyez yo comme si gon perception dans milieu haïtien qui t'a fait comprendre que ça c'est des bagailles qui bon qui inspire moun qui fait kay moun ça gen mythe et tête tabou etc. Moi question pas maintenant qui ça lié. Est-ce que jusqu'à présent, c'est parce que tout ça qui vient créer mythe, tabou qui fait, est-ce qu'ils sont hypocrites ou est-ce qu'ils sont peur, ou bien est-ce que jusqu'à présent, face avec sorte dit haïtien, comme si Haïti c'est Kilti indien et africain qui comme si qui viennent faire nous Kilti actuellement là. Est-ce que mes pépés d'une question. Mais perdu. Ok, excusez-moi. Est-ce que nous enquête de l'identité qu'il tire jusqu'à présent, ou bien c'est peur ou bien hypocrisie qui fait actuellement c'est que ça nous dans la société haïtienne? Merci. Eh bien, bonsoir. Donc, je tiens à féliciter l'homme de son exposé. Donc, c'est quelqu'un avec qui je travaille depuis un bon nombre d'années et j'essaye de, à travers lui, faire passer certains, aspects de ma culture et de rentrer dans une démarche de réveil de la mémoire de nos racines amérindiennes. Donc, mais par rapport à son travail, je dirais que c'est un petit peu pionnier par rapport à ses recherches au niveau du patrimoine immatériel amérindien en Haïti. Il y aurait à faire le même travail partout en Haïti, dans chaque localité, parce qu'il y a un patrimoine vraiment riche de traces de cette culture qui est restée. Mais ce qui nous manque, c'est les grilles de lecture de ces choses. Par exemple, je me souviens, j'avais été dans un village dans Grand'Anse, ça s'appelle Dame-Marie, et je voyais l'église qui avait été construite en 2 temps. Donc c'était au départ, il y avait un bâtiment qui a été agrandi par la suite, et on voyait très bien la différence entre les 2 constructions, et il y avait exactement la construction du toit qui était en prisme équilatéral. Donc il y a beaucoup de monuments comme ça, et surtout religieux, qui sont ancrés sur les valeurs et les principes des cultures amérindiennes. Donc ce prisme équilatéral, exactement avec des angles de 60 degrés, ça représente exactement la coupe transversale de l'habitat traditionnel amérindien. Donc les tipis, les guams sont basés sur cet équilibre entre les dimensions de l'habitat et qu'on retrouve aussi dans beaucoup de monuments religieux. Donc ça, c'est des éléments un peu que, il faut qu'en fait les jeunes qui vont faire ces travaux d'identification, de recherche au niveau du patrimoine immatériel puissent avoir une grille de lecture à travers les connaissances, des valeurs, des pratiques, des modes de vie des premiers peuples, pour être capable d'identifier en un premier regard qu'est-ce qui vient, qui ressort vraiment de cette culture amérindienne. Donc, sous la suggestion de quelques amis, je travaille actuellement sur un syllabus pour
un cours que je pourrais présenter au niveau de la faculté d'ethnologie, justement, qui pourrait donner un peu tous ces outils, toutes ces connaissances afin de pouvoir aider ce travail qui doit se faire vraiment dans tout le pays pour protéger cet héritage qui est là, que si on ne fait pas ce travail-là, ben bientôt ça va complètement disparaître. C'est une perte de mémoire. Et donc, je travaille là-dessus et je souhaite qu'il y ait des jeunes qui soient sensibles à cet aspect-là, qui puissent prendre le chemin pour faire ces études au niveau du patrimoine haïtien en Haïti, amérindien en Haïti. Merci. Moi, Abdel Isaïe avec assistance Café Filoa et remercier le professeur Lhomme pour bel tirage ça, il fait sur sujet ça. Préoccupation mieux aller comme ça. Et nous connaissons l'histoire pays nous fait nous connaître que commencé en 1492 a décrit que c'est Christophe Colomb qui premier monde qui débarquait sur ce bout de terre ça. Et tout à l'heure dans l'intervention professeur, il dit c'est pas Christophe Colomb qui c'est premier nègre qui débarquait sur ce bout de terre ça. M'ta même pour lui expliquer c'est parti ça pour nous. Deuxième préoccupation, c'est pour l'État ban moins ensemble de noms archéologues qui fait travail récent sur question taïno. Et troisième préoccupation, c'est demander le tout qui ensemble de moyens qui gagnent pour nous capables de décrypter diagramme li parler qui c'est diagramme vert un peu droit. Nous avons camarade nous Felp qui te bon poser question ça pour lui puisque il pas non et liste là. Il dit puisque et en 17e siècle, nèg yo te vini pa boy ici, nèg yo te les missionnaires yo te vini pa boy ici puis yo dit que ensemble de nèg ça yo c'est des sans foi, sans loi, c'est des monde qui tout tourni. Il dit journée jodi avec mondialisation, le nèg yo avant nous des monde qui tout tourni, des monde à personne. Il dit est-ce que monde ça c'est des civilisés ou bien est-ce que c'est des barbares? Merci. Merci. Bon, je commencerai par répondre aux différentes questions. Mais la question que m'envoie et posée mon ami Félix marrante, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Bon, il y a une question que vous m'avez posée sur peur que vous gagnez par rapport à Diablo qui habitait Guacho. Bon, peur ça, son peu tout. Je me retrouve à Abricot parce que il y a un Guacho Abricot qui est les Guacho. Personne ne va vouloir aller dans le grotte là. Bon, mais moi, je dis, je vais aller. Parce que même vini, c'est ça, je viens régler. Je dis, non. Parlez, non, go diable qui est dans le grotte là. Et ça qui était surtout marrant, c'est que, et tout ça qui était aidé, je viens de côté pour me loger, pour me faire travail de trem là, qui dit des sources. Pratiquement, mettre mes sous, monsieur, me forcer d'entrer dans le grotte là avec. Je dis, c'était pour la première fois qu'elle était entrée dans le grotte là. Bon, donc, il y a un peu ça, effectivement, mais ce n'est pas seulement à Abricot, il y a un peu partout ailleurs. Il faut aller, la légendaire loi du vaudou haïtien, de Derrida, il parlait de ça. Mais on m'a demandé mon définition de diable. Bon, m'oblige bon référence. Diable, m'a défini diable avec Émile Rigaud, et Nelson Rigaud, la tradition vaudou et le vaudou haïtien et Derrida. Si je me compte, c'est des définitions. L'autre définition, on a toujours. On m'apprend pour dire c'est pas ça. Ça me comprend de diable là, l'aime ni Milorigo, l'aime li Derrida. Son monde qui t'a vécu sous terre, ça et qui vient entité dans vos doigts par rapport à loi yo même diabougade pour me reprendre terme Derrida par rapport à loi yo même qui c'est des esprits ancestraux qui existaient depuis l'Afrique. Kounya potomitan et est-ce que c'est seulement à partir de potomitan au cas évoquer esprit, non? C'est certain. L'enseignement niveau de sous besoin l'esprit on va tracer vers et esprit a descendre à partir de potomitan mais esprit a décidé de pas inviter non cérémonie, les vinyle présenter même j'ai un monde qui a un problème dans famille et puis moun a dormi et puis ou tande blo leur lever ouais son loi qui vinyle vinn font guérison, li porter un message, li bail un avertissement de potomitan par en condition sine qua non de présence loi ou quoi. Alors par rapport à mon ami lui jeune David, très prudent. Je ne dis pas mélange non, mon ami. Je parle de alliance.
Je parle de l'alliance entre culture indienne et culture africaine contre un ennemi commun qui c'est culture européenne, nous fout dehors et blanc et l'église catholique. Quand là, on a dit que ça c'est vrai. Et on peut dire, mais je retrouve ça souvent, les m'a fait intervention sur 4 questions héritage amérindien en Haïti. On dit, alors il y a des gens qui disent, meilleure façon pour que Haïti a un héritage indien vraiment, il faut peut-être nous mettre paille, nous mettre roucou sous nous, et puis nous mettre bandeau, et puis nous mettre si plume, et puis peut-être nous faire peut-être là nous avons semblé indien. Non, il ne faut pas voir comme ça. Bon, je rappelle que il y a une colonisation qui entièrement marqué nous, c'est colonisation européenne. Et quelque part, les n'a pas habillé de la façon que nous voulons, c'est à l'européen. Mais je rappelle, ça c'est un autre débat pour me prendre des thèmes de Placide David, son héritage empoisonné lié. Bon, un dernier aspect dans la question opposée, on va parler de crise identitaire de Haïtiens. Ça, c'est une question complexe que je ne peux pas aller sous les entièrement vraiment. Mais il faut qu'on ait à 2 niveaux pour t'apprendre. Il faut prendre sur le plan à la fois diachronique et sur le plan synchronique. Sur le plan diachronique, soit chez crise identitaire, peuple haïtien, il y a une racine dans la colonie française de Saint-Domingue. C'est là que la crise identitaire a commencé. Sur le plan syncrétique, excusez-moi, synchronique, merci, comme je dire syncrétique, synchronique, il y a un impérialiste européen avec américain qui a envahi nous. Mais ça, surtout possible, parce que nous avons une absence totale de politique culturelle. Mais ça, c'est des bagages qui m'ont dit pour nous approfondir, mais malheureusement, je n'ai pas de temps. Quelle de l'identité haïtienne, je dis que l'identité haïtienne non là. Mais il faut établir une différence, peut-être au bagage anthropologie, mais je fais ça très bien à travers cours entre culture et identité. Culture du point de vue anthropologie avec Clyde Klushkon. Clyde Klushkon qui est l'ensemble des modes de vie d'un peuple, l'état social qu'un individu acquiert de son groupe, à l'identité, identité dit ici, identité culturelle, collectivité culturelle qui n'est pas identité biologique civile ou identité personnelle ou psychologique, qui est l'appropriation et l'affirmation de la culture de son peuple. Culture à Kala, mon cas de crise identitaire parce que moun yo pas ramassé, yo pas affirmé. Maintenant, rapidement par rapport à mon ami, elle nous a dit à ma mitmak, Angie Waché, je te remercie de la félicitation parce que, en fait, j'ai voulu faire à travers mon travail de maîtrise un travail original. Je suis le premier, effectivement, à faire ce travail dans le domaine du patrimoine immatériel. Il y a des travaux archéologiques, mais l'aspect immatériel était absent. Mais tu as agi, et ça m'a fait sourire un petit moment, comme mon lecteur critique, ou comme aurait pu le faire mon lecteur critique, le professeur et Joseph Ronald d'Autruche. Je l'ai clairement mentionné dans mon mémoire de maîtrise. J'ai dit, signalons toutefois sur ce plan, un plan que j'ai évoqué ailleurs parce que je ne peux pas lire tout le mémoire, notre démarche n'avait pas pour objectif de comprendre en quoi cette identité et ce patrimoine culturel des Taïnos peuvent varier d'une région à l'autre du pays. Et donc, il ne s'agissait pas de se livrer à une démarche comparative. Et à la page 102, j'ai encore dit, tu as parlé comme si tu étais mon lecteur critique. Ça, c'est très sérieux. Notre démarche ne se voulait pas encore une nouvelle fois. Donc, je l'ai repris. J'ai repris cette affirmation. Comparative. Et ne nous permet pas de dire en quoi ce que nous avons pu observer dans le contexte des abricots est susceptible ou non de ce qu'on aurait pu observer à Léogane, la Caille, Anakaona ou à l'île de la Gonave, par exemple, ou dans des régions encore plus éloignées, voire inconnues et insoupçonnées. Il serait donc intéressant, dans d'éventuelles enquêtes à venir, de reprendre cette démarche dans une perspective comparative. Donc, j'ai pas longtemps, un ami me parle de traits indiens qui seraient conservés, d'un héritage indien qui serait conservé aux environs de les régions les plus reculées de Kinskov. Maintenant, par rapport aux questions de Jonathan, et pour faire vite, il me demande, avant Christophe Colomb, y a-t-il, et je crois que c'est ça sa question, un contact entre les Africains et les Indiens, puisque Christophe Colomb n'est pas le premier nègre, mais j'ai le pris dans le sens africain du terme. Et ouais, j'ai le pris dans le sens africain du terme à mettre les pieds en Haïti. En fait, il y a un auteur qui a écrit, ils y étaient avant Christophe Colomb, Yvonne Van Siertima, qui dit
que lorsque Christophe Colomb a fait son troisième voyage en Haïti, qui a été dans le sud, il a retrouvé une population. Il n'y avait pas encore d'Africains venus ici, puisque les Africains sont venus ici entre 1502 et 1503. La date me fait défaut sur le gouvernement de Nicolas Ovando. Nous sommes ici en 1497, le troisième voyage de Christophe Colomb. Vous allez trouver ça dans Jean Fouchol, langue et littérature des aborigènes d'Haïti, à la page 14, où il découvre une population d'Africains qui vivaient parmi les Taïnos dans le sud. Et là, il y a en fait, on m'en a parlé aux abricots, mais je n'avais pas le temps. On me parle aux abricots de peuples africains qui seraient là avant Christophe Colomb, et ce seraient des pygmées, ce seraient des descendants de pygmées. Et pour revenir à Yvan Van Sertima, Yvan Sertima fait remarquer qu'il y a des mots qu'on retrouve dans le vocabulaire des aborigènes d'Haïti et qu'on retrouve dans des langues africaines. Par exemple, le mot de Kaona, de Anakaona, fleur dorée, Kaonabo, Bo, qui veut dire l'homme doré. Il fait remarquer que ce mot se retrouve dans des langues de peuples africains, telles que les Barbara, les Mandingo, et Kabunga, les Toronta, les Kakanka. Et il y avait même une lance qu'on a remis à Christophe Colomb. Et cette lance s'appelait Gouané, qui serait une déformation de Caroné, qui serait un mot africain. Donc sur ce, il semblerait qu'il y ait des Bantous à venir en Haïti avant Christophe Colomb et qui auraient été dans le sud. Le nom d'archéologue est récent, mais bon Dieu, là, ça me demande de plonger dans ma documentation. Il y a Kathleen Digan. Attends, j'essaie de retrouver quelques noms. Il y a Kathleen Digan, qui a fait une intervention lors du premier forum des Amérindiens en Haïti. Il y a le nom de Clark Moore. Il y a le nom de Samuel Wilson. Donc, il y a beaucoup de chercheurs. Mais en fait, de notre côté, les recherches archéologiques en Haïti, il faut le savoir, ils ont bloqué au campé depuis 1940. Ils ont pratiquement bloqué au campé depuis 1940. Il y a des initiatives de chercheurs d'universités étrangères qui viennent de temps en temps et qui font des recherches ponctuelles sur des questions bien précises, parmi lesquelles il y a Sonou et Sony. Mais nous-mêmes, archéologiquement, nous bloquons depuis l'année 1940. Pratiquement pas de recherche archéologique en Haïti. Maintenant, pour dernière question, comment décrypter les hiéroglyphes? Là, tu me poses une question qui relève de domaine qu'on appelle l'archéologie et particulièrement de domaine d'une discipline de spécialisation qui s'appelle la paléographie. Il y a une catégorie d'anthropologues, puisque les archéologues, ce sont des anthropologues, particulièrement qu'on appelle des paléographes qui sont spécialisés dans l'écriture des peuples disparus. Nous n'avons pas de chercheurs dans ce domaine-là. La seule tentative, à ma connaissance, qu'il y a eu de décrypter les vévés, la seule personne qui a tenté de le faire, et avec les moyens du bord, toutes les insuffisances, les lacunes et les faiblesses que cela présentait, c'est le fameux docteur Daniel Mathurin. C'est le seul qui, dans la revue de littérature, si on fait une revue de littérature, on peut retracer. On dit que les Indiens n'avaient pas de système d'écriture complète. Moi, je dis c'est faux, parce qu'on les retrouve encore dans les grottes et dans les cavernes, et on les retrouve sur les pétroglyphes, la roche Alain de Limbé, la roche Tempé de Cerca Cavajal, et tous les pétroglyphes qu'on retrouve à Sainte-Suzanne. C'est ici pour fin le café de ce soir. Nous vous remercions d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous mardi prochain pour un autre café. Merci. Et puis moi, c'est même bitin. Ni ça qu'a fait plein des autres pour nous pas vivre ensemble. Et vous et moi, c'est yon et l'autre, c'est yon dans l'autre. Mais là tout bitin brûlé, faut non fin calculer, faut yo apprendre peser, c'est qui bon ça y mauvais. Mais t'es libre.